Bonjour Félix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet. Donc, on va parler agritech, on va parler d'énormément de choses, on va parler de souveraineté. C'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Je suis très content et je remercie Clara de nous avoir mis en relation parce que c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on peut tourner ce podcast. Et c'est vrai que d'habitude, je ne traite pas du tout de ces thématiques-là. Donc, je pense que je suis très content d'être avec toi parce que j'ai un expert de ce sujet-là. Mais avant ça, Félix, est-ce que je peux te demander de te présenter à nos auditeurs? Avec plaisir. Bonjour, bonjour Pierre, et merci pour l'invitation. Merci à Nextage d'ailleurs de m'avoir invité, puisque c'est par leur intermédiaire qu'on a été mis en relation. Je suis enchanté. Donc moi, Félix, j'ai 32 ans et je suis l'un des cofondateurs d'une start-up. Alors c'est un mot-clé que j'aime pas trop, on y reviendra peut-être, qui s'appelle Javelot et qui développe du logiciel pour les coopératives agricoles. Donc on est une agritech. Encore une fois, je pense qu'on en reparlera largement. Très clair. Merci beaucoup, Félix. Je suis très content que tu puisses donner cette introduction. Ce que j'aimerais, c'est souvent dans l'agriculture. Alors moi, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Alors je les ai peu connus. Je connaissais une petite ferme en Côte d'Or avec beaucoup de bétail. C'était pas vraiment. Ils avaient énormément de choses. Donc il y avait des moutons, il y avait pas mal de poules, il y avait tout ça. J'ai pas trop connu l'organisation, mais toi, justement, l'agritech, c'est souvent une histoire de famille. Est-ce que ça a un lien ou pas du tout, ton histoire avec celle de Javelot, justement, que tu nous présenteras? Alors oui, forcément, il y a un lien avec mon histoire. Moi, j'ai une culture familiale qui est une culture d'entrepreneur. Alors on est plutôt de l'agroalimentaire, mais historiquement, c'est une famille d'agriculteurs et effectivement, on a glissé, on va dire, du côté agroalimentaire. Moi, je suis passionné de ça depuis toujours. Ça fait très longtemps, en fait. Dès le collège, la fin du collège, je savais que je voulais partir vers l'agro, devenir ingénieur agro. J'avais envisagé de plusieurs choses, de faire des grandes prépas parisiennes, puis je me suis orienté vers une école peut-être un peu plus concrète d'une certaine manière, une école d'ingénieur en agriculture, donc vraiment plus sur la Ingénieur partie... agronome. Alors même ingénieur en agriculture pour être D'accord. précis, donc vraiment très lié à ça. Et voilà, et je me suis orienté finalement très très tôt vers ces métiers-là, ce qui m'a amené après un parcours finalement assez court en industrie agroalimentaire, puisque j'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise qui s'appelle La Fournée Dorée, qui fait des brioches industrielles et pour laquelle finalement j'avais intrapris, puisque j'ai créé un réseau de distribution pour eux qui était le food service, qui n'existait pas à l'époque. Et puis voilà, au bout de 3 ans, j'ai eu envie d'entreprendre et donc de créer Javelot avec mon associé. Quel est le constat de départ pour Javelot? Parce que tu m'as parlé beaucoup de stockage, de chaîne d'approvisionnement, on peut dire, dès le début. Et c'était un des maillons extrêmement importants de l'agriculture. Ce constat-là, donc au tout début, tu fais plusieurs entreprises, tu commences ta carrière, tu montes un programme d'entrepreneuriat où tu es intrapreneur. Comment tu vois ce constat-là et tu te dis, OK, il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là? Alors pour être honnête, c'est pas moi qui ai eu l'idée. OK. Je l'ai piqué à personne, mais c'est mon associé Vindicien Delcourt qui a eu cette idée-là. Lui est agriculteur, il est administrateur de coopérative. Encore une fois, on y reviendra, je pense, mais il connaît évidemment très très bien le secteur de l'agriculture. Il a, pour l'anecdote, il s'est installé comme agriculteur l'année de ma naissance, en 93. Donc une vraie grosse expérience de ce point de vue-là. Et lui, le constat qu'il a fait, c'est en fait, j'ai stocké à la ferme pendant longtemps mes céréales. J'ai eu un certain nombre d'accidents de stockage. Et finalement, il n'existe pas de solution pour stocker les céréales dans de bonnes conditions à la ferme, parce que les agriculteurs n'ont ni les outils, ni finalement la formation. Les agriculteurs sont énormément formés, ils le font très bien pour produire. Par contre, le stockage, c'est un métier à part entière. Ils n'ont pas forcément ni les outils, ni la formation. Et en parallèle de ça, ce qu'on constate, c'est que les organismes stockeurs, donc les fameuses coopératives et négoces, ont de moins en moins ni vocation, ni les moyens d'investir dans leurs silos. Donc, elles font investir les agriculteurs. Et donc, c'est ce double facteur qui nous a fait dire, il y a certainement quelque chose à faire pour le stockage à la ferme. Et donc, c'est comme ça qu'on est né, en se disant, on va s'intéresser au stockage à la ferme. Et là, très vite, en déployant les premières solutions, les coopératives et les négoces, donc la strate du dessus, nous a dit attendez, vous êtes parti du principe un peu vite que organisme stockeur, on n'a pas besoin de solution. Et donc, on s'est mis à travailler avec eux aussi. Et puis voilà, on a tiré le fil et Javelot est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Tu parles de stockage. Pendant très longtemps, moi, quand je me suis, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau agritech, on parle beaucoup de
production ou d'augmentation des rendements en tant que tels, Mmh. mais peu d'après stockage. En fait, on vit dans un monde où on parle beaucoup de production, de surproduction, du fait que, bah, voilà, quand il y a des guerres, des conflits géopolitiques, on doit être indépendant, je dirais, de notre nourriture, de ce qu'on produit. Est-ce que cette partie stockage, ou en tout cas après production, après récolte, c'était la moins sexy et c'était sur cette partie-là que les gens ne voulaient pas aller? Alors le moins sexy, c'est un point de vue. Moi, je dirais pas ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Par contre, là où tu as raison, c'est que je pense qu'il y a énormément d'agritech qui se concentrent sur ce qui se passe au champ, produire plus, produire mieux, et cetera et nous, on est partis du principe qu'il y avait beaucoup de choses à faire aussi après la récolte. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est, le leader de l'après-récolte. Donc vraiment notre champ d'action va de la moissonneuse-batteuse jusqu'aux industries de première transformation et globalement, la démarche est pas tout à fait la même puisqu'effectivement, ces agritech qui interviennent avant la récolte, elles vont chercher à produire mieux, produire plus, produire moins cher, et cetera. Créer de la valeur comme ça et nous, on va récolter le grain et là, l'objectif, ça va être de préserver la valeur au maximum de ce grain puisque de manière générale, le grain, il ne va pouvoir que perdre de la valeur et donc notre objectif, ça va être de perdre le moins de valeur possible, finalement pour gagner en compétitivité, en durabilité pour nos clients. Mais donc effectivement, c'est une approche qui est un peu différente et nous, on dit souvent qu'on est derrière le réverbère. C'est une industrie qui est un peu plus confidentielle, effectivement. Quand on regarde pas par la fenêtre, ou plutôt quand on regarde par la fenêtre, quand on se promène dans la campagne, on voit très vite un tracteur, et cetera. On voit beaucoup moins vite les silos. Alors je suis sûr qu'en sortant de l'épisode, tu verras les silos maintenant quand tu te promèneras à la campagne. En tout cas, tu les verras différemment. Mais c'est une industrie qui est très importante et encore une fois, avec un volume et des enjeux tant financiers que de durabilité qui sont extrêmement importants. Pour te donner une ordre de grandeur, 1 calorie sur 2 qui est consommée dans le monde, c'est une céréale, et les céréales, on les produit sur un temps qui est très court, on les consomme ensuite toute l'année. Donc il y a un enjeu majeur à résoudre, toutes les problématiques qu'on a sur cette chaîne. Tu parlais un peu de perte de valeur, donc peut-être de gaspillage. Mmh. Qu'est-ce qui va justement être, les causes? Tu parlais un peu de déplacement et cetera. Quelles sont les causes vraiment de cette perte de valeur, de gaspillage de ces céréales? Parce que vu comme ça, pour moi, je récolte mon grain, je l'emmène à un silo où il y a peut-être des étapes avant. Mmh. Moi, personnellement, tous les jours, je me suis jamais posé cette question. C'est quoi les causes globalement de ce gaspillage, de ces pertes? Alors il y en a plein, je voudrais me focaliser sur une, qui est assez emblématique, mais et d'ailleurs c'est l'idée de base, Ouais, ce sont les insectes. d'accord. Dans le grain est une matière vivante, et les insectes, il existe des insectes ravageurs des grains qui viennent manger le grain pendant le stockage. Historiquement, on a des solutions chimiques, et on en a largement abusé avec des traitements parfois qui étaient préventifs, qui étaient, Ça à mon intervient quand sens ces traitements pas alors? utile. Alors il y a des traitements et il y en a une multitude, mais il y en a eu qui étaient préventifs, ça se fait de moins en moins, hein, pour être honnête, mais à l'entrée du silo et puis on traitait encore à la sortie du silo. En réalité, on le fait encore beaucoup dans certains pays. En France, c'est vrai qu'on a quand même énormément réduit l'utilisation d'insecticides, mais la seule réponse était l'utilisation de produits chimiques. Et pour cause, on n'a pas le droit de commercialiser du grain quand on trouve un insecte vivant dans ce grain. Le grain n'est plus sain, loyal, marchand. La seule solution, elle est chimique. Nous, notre approche, c'est de dire on va refroidir les grains. Si on refroidit les grains, les insectes ne se développent pas et donc, de fait, on n'a pas besoin d'utiliser Mais d'insecticides. comment on détecte un insecte? Parce que enfin moi je vois des quantités astronomiques de grains, je les vois devant moi. Qu'est-ce qu'on utilise pour détecter un insecte? Alors, on demande au chef de silo d'aller marcher dans le grain. Donc, en plus, il y a des problématiques de travailleurs isolés, et cetera. Parce que marcher dans un tas de grains, on a du mal à se le représenter Ouais. comme ça, mais c'est très dangereux. Il y a un certain nombre de risques et dans les silos, ce qu'on appelle les chefs de silo, qui sont vraiment les garants, et les pilotes de ces outils industriels, souvent sont seuls sur les outils industriels et donc quand ils vont marcher sur un tas de grains, s'il leur arrive quelque chose, malheureusement, ça peut vite devenir dramatique. Mais effectivement, ils vont aller, dans le grain, faire des échantillons, tamiser le grain et essayer de trouver d'éventuels insectes et en plus, il en existe une multitude. Quand tu crées Javelot, justement, si on repart un tout petit peu avant ces explications-là, tu parlais justement de tes futurs clients ou des clients qui étaient les coopératives, si je me trompe Mmh. pas, et tu Mmh. m'arrêteras si je me trompe, Alors les coopératives et les négoces, et les parce qu'il négoces, faut pas les oublier deux. une partie, Les exactement. coopératives et les négoces. Tout début, moi, ça me paraît un job titanesque parce que les coopératives, je crois que j'en ai une pas très loin de chez moi. Moi, j'habite en Bourgogne. Mmh. J'en vois, je sais pas, mais pour moi, elles sont un peu indépendantes. C'est-à-dire que je sais pas si elles sont vraiment reliées ensemble d'un point de vue national, régional, départemental. Peut-être que tu répondras déjà à cette question-là.
Mais du coup, au début, quand tu veux tester ton produit, déjà, à quoi il ressemble? Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que tu vas leur demander, essayer de vendre? Et surtout, qu'est-ce qu'ils te répondent à ce moment-là? Alors, il y a eu plein de phases, dans la vie de Javelot. Peut-être pour répondre à ta première question, et je pense que on va tirer un fil parce que c'est vraiment, comme ça qu'a évolué Javelot. La première chose, c'est qu'un organisme stockeur, donc soit une coopérative, soit un négoce, est très ancré sur un territoire. L'agriculture, elle est locale. On produit sur un territoire donné, et cetera, et par essence, un organisme stockeur, il a un ancrage qui est très local. Elles peuvent se regrouper. Il existe des unions de coopératives. La plus emblématique, en France s'appelle InVivo, et j'ai même pas le nombre, mais plusieurs dizaines de coopératives qui se sont réunies pour essayer de rassembler leurs forces. En ce qui concerne Javelot, alors on a plein de produits aujourd'hui, et aujourd'hui on vend du logiciel, donc on va voir nos clients en leur vendant une approche selon les problématiques qu'on veut résoudre chez eux, mais on leur vend du logiciel. Et au démarrage, et en plus l'un de nos premiers clients historiques est en Bourgogne, c'est une coopérative qui s'appelle Dijon Céréales, et ce qu'on leur vendait à l'époque, c'était des sondes pour mesurer la température dans les silos. Et finalement, on faisait une sorte de domotique du silo. L'idée pour nous était de mesurer la température dans les grains, de piloter les systèmes de ventilation, puisque je parlais tout à l'heure de refroidissement des grains. L'objectif est bien de refroidir les grains. Et refroidir les grains, on utilise des sondes pour contrôler la température, c'est basique, et des systèmes de ventilation où on va essayer de capter l'air le plus froid possible pour l'envoyer dans le grain et de fait les refroidir. Pourquoi avoir commencé par ce produit-là? Et deuxième question, quels autres développements produits vous allez proposer à ces potentiels clients? Alors, on a commencé par ce produit-là parce que c'est quelque chose de concret, de facilement palpable, tant pour les agriculteurs que pour les organismes stockeurs, et surtout avec un enjeu majeur, ou plusieurs enjeux majeurs d'ailleurs. Le premier, le contexte autour des produits phytosanitaires. Je parlais de traitements chimiques tout à l'heure. En l'occurrence, les traitements insecticides sont clairement dans le viseur de l'Europe, et globalement en France, on a toujours un temps d'avance sur l'Europe. Et donc, les produits insecticides, tu l'imagines, n'avaient pas spécialement le vent en poupe. Donc, il fallait répondre à cette problématique-là. Et la deuxième problématique majeure, c'est que la consommation d'énergie pour le refroidissement des grains, c'est le premier poste de charge pour un organisme stockeur qui stocke des céréales. Le contexte énergétique, on le connaît, les prix augmentent de manière très forte, ils ont des marges qui sont très faibles, on a besoin de pouvoir maîtriser ces coûts-là, et donc nous, on vient adresser aussi cette problématique-là. Donc ça, c'est le métier historique. Et donc, tu as le premier produit finalement, qui est une plateforme qui va nous permettre de proposer tant aux coopératives qu'aux agriculteurs de venir faire une domotique de leur silo, et finalement de mapper tous leurs outils industriels à l'échelle d'un territoire. Je reprends l'exemple de Dijon Céréales, je ne sais pas exactement combien de silos on pilote pour eux, mais c'est plusieurs dizaines pour maîtriser et contrôler plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales, maîtriser les coûts, etc. etc. Et très vite, on a un deuxième métier qui est apparu, qui est l'optimisation des flux de céréales. Une coopérative agricole ou un négoce agricole va gérer des centaines de milliers de tonnes, des millions de tonnes de grains. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'existait pas de logiciel pour les aider à optimiser ces flux. Or, c'est des coûts qui sont très très importants. Si je prends un tout petit peu de recul, et pour imaginer ça, le grain est récolté à la ferme, l'agriculteur va le livrer sur une plateforme de collecte, donc on arrive là dans l'organisme stockeur. Ce grain va être transporté sur un silo de stockage, puis va être emmené sur un silo d'expédition, va ensuite arriver chez un client. Ce client, ça peut être un silo portuaire, on peut prolonger la chaîne pour arriver au Maroc ou je ne sais où, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la vraie chaîne, c'est Ça, la chaîne complète. Exactement. Chaque mouvement logistique coûte 5 € par tonne de grain. Une coopérative ou un négoce agricole, aujourd'hui, sort, alors en moyenne, je vais tirer des grosses moyennes, mais globalement à peu près 15 € de marge brute. Notre responsabilité, quand je dis qu'on vient chercher à optimiser ces flux, c'est de dire, stockons au bon endroit tout de suite le grain, peut-être qu'on va être capable d'économiser 0,5, un mouvement logistique. Et si on arrive à faire ça, c'est tout de suite 30% de marge brute qu'on va être capable de faire gagner à l'organisme stockeur, mais finalement à la filière céréalière. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors je sors un petit peu du sujet, mais je pense que c'est un vrai facteur clé de succès de Javelot, c'est que on a travaillé et on considère aujourd'hui, et je pense que nos clients le considèrent de plus en plus, mais nos clients et nos partenaires de manière générale, qu'on fait partie de cette filière en étant une tech, mais on fait partie de cette filière et on se positionne vraiment comme un partenaire de nos clients en ce sens. Quand je vois cette proposition de valeur, je me dis, mais c'est top. Moi, si j'étais à leur place, je prendrais ta solution. On parlait et on s'était eu en off et on parlait un petit peu de la vision que j'avais de l'agriculture, même si pour beaucoup, et je pense, l'agriculture en France, c'est pas forcément de la tech, on voit ça un petit peu d'une manière archaïque, un peu à l'ancienne. Même s'il y a pas si longtemps que ça, j'ai une personne de ma famille qui était agriculteur, et donc je suis monté dans un John Deere, je fais pas de la pub pour John Deere, mais un John Deere, et je me suis rendu compte en fait, globalement des technologies
technologie qui était embarquée, dans un tracteur. Donc je me suis vite rendu compte que mes a priori étaient, globalement, assez faux, avec toute la technologie embarquée dans ces engins. Mmh. Mais à la fois, on sait et on sent que l'agriculture reste quand même, je dirais peut-être un milieu peut-être d'entre-soi, mais où, tout le monde se connaît, surtout dans les petits territoires assez reculés. Comment ils ont vu l'arrivée de ce type de technologie, pour leur activité? Est-ce qu'ils l'ont bien accueilli? Est-ce qu'ils avaient des réticences? Et s'ils en avaient, pourquoi? Alors c'est une vaste question, peut-être pour faire le lien déjà avec, le tracteur que tu évoquais tout à l'heure, mais de manière générale, leur métier a beaucoup évolué et un agriculteur aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont maintenant ingénieurs, qui et moi dans ma promo d'ingénieur en agriculture que je mentionnais tout à l'heure, je sais pas, mais il y en a peut-être 40 qui sont agriculteurs aujourd'hui, donc qui ont un bac+5, pour pouvoir gérer la ferme. Alors, ils la gèrent certainement différemment, il y en a certains qui sont double actifs et cetera. Mais, c'est sûr que ça demande un niveau de technicité qui est très, très élevé aujourd'hui. Je pense que la manière dont ils le perçoivent, alors oui, je pense qu'il y a des craintes, des réticences, il y a, des black box parfois. On parle de la data. La data, c'est une notion qui peut faire peur à certains, mais finalement, on ne sait pas exactement pourquoi elle nous fait peur et c'est plus, voilà, de la prise de recul. On a du mal à cerner ce que peut nous apporter la tech parfois, ou en tout cas, c'est comme ça que je perçois, l'approche de certains agriculteurs. Pour autant, je pense qu'il n'y a pas de secteur industriel ou peu de secteur industriel, qui a conscience à quel point est-ce que la tech peut leur apporter. Pourquoi, tu penses? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin de réinventer leur modèle. Ils ont besoin, on leur demande de produire plus, on leur demande de produire mieux et on vit une véritable, révolution aujourd'hui, une troisième révolution agricole. Il y a eu, une révolution qui a été mécanique, on a eu une deuxième révolution agricole qui a été chimique. Aujourd'hui, on vit une révolution agricole qui est numérique et digitale. Sans parler d'IA et cetera, mais c'est une réalité et ils en ont besoin pour pouvoir réussir ces transformations et encore une fois, on en parlait en off tout à l'heure, mais les agriculteurs, si on se met à leur place, pourquoi est-ce qu'il y avait une forme de réticence? C'est que, un agriculteur, et tu le disais toi-même tout à l'heure, fait en moyenne 49 moissons dans sa vie. J'avais pas 49, moi, je parle souvent de 40, mais ça veut dire Ouais, qu'il a entre 40 45 cycles et 50, ouais. sur Commence à sur 20 ans à peu près, un agriculteur. en tout cas sur une vie d'exploitant agricole, c'est 40 cycles, pas plus. D'une certaine manière, il a pas le droit à l'erreur. Donc, apporter des nouvelles technologies, mettre en place des nouveaux procédés et cetera, c'est en fait, l'agriculture, elle vit sur le temps long. On ne lui permet plus de vivre sur ce temps long. On exige énormément à très court terme des agriculteurs de l'agriculture ou des agriculteurs de manière générale. Et donc, il y a d'une certaine manière une forme de réticence. Maintenant, moi, je crois que c'est en train d'évoluer et que tout le monde prend conscience que des sociétés comme les nôtres peuvent être des opportunités puisque on a la capacité, nous, à prendre des risques qu'ils n'ont pas forcément la capacité à prendre, tant pour des raisons de temps long, de cycle, et cetera, que de taille. Quand je Ouais. parle de mes clients, ce sont des organismes stockeurs, des sociétés qui font plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elles peuvent pas prendre les mêmes risques que ceux que je vais prendre moi et j'ai une forme d'agilité qui est un petit peu différente. Mais on a vraiment, on commence à se comprendre pour réussir finalement à résoudre cette équation. Quand on parle d'agritech, il y a une équation qui est quasiment insoluble. Agriculture, on raisonne sur le temps long, sur des cycles annuels, pluriannuels. Quand la tech, on raisonne, à plusieurs semaines ou plusieurs mois. Moi, je vais développer un produit. La durée de vie d'un produit tech, c'est peut-être 3 ans. Au bout de 3 ans, je sais que je vais devoir sortir une nouvelle version avec, des nouvelles fonctionnalités et cetera. Quand sur l'agriculture, on raisonne, encore une fois, à l'échelle de 40 cycles, sur 40 ans. Javelot, tu as un peu donné la genèse, les premiers produits. Tu vas construire sur des temps longs. Comment ça se passe au tout début? Parce que, tu commences à travailler avec des coopératives sur le produit que tu nous as expliqué. Comment ça se passe au début? Est-ce que tu vas lever des fonds rapidement pour pouvoir développer ces technologies-là? Mmh. Est-ce que tu vas préférer prendre ton temps et attendre et co-construire avec tes clients? Comment tu vois ta vision, justement de ta boîte avec tes associés à ce moment-là? Est-ce que tu te dis: «Il faut aller vite, très vite et essayer de prendre des parts de marché assez importantes?» parce que tu as quand même un enjeu de conquête commerciale. En réalité, plus tu vas convaincre, des négoces et des coopératives de t'avoir, plus, ton chiffre, j'imagine, augmentera et aussi ça permettra d'avoir un plus grand impact, je dirais, sur les flux que tu citais. Quelle a été la vision, je dirais, dès le premier jour de ce que tu voulais faire avec ce projet? Je pense qu'on était très vite alignés avec Vindicien, mon associé, sur l'état d'esprit dans lequel on voulait faire les choses et on a eu envie de mixer le meilleur des 2 mondes. Alors, encore une fois, c'est assez basique et bateau de le dire, mais on considère réellement et je pense qu'on le prouve que, il est possible
de mixer hypercroissance et pérennité ou rentabilité. Et c'est vraiment comme ça qu'on a voulu aborder le business. Alors effectivement, des levées de fonds, elles sont nécessaires. Il y a un moment où si on veut aller vite, développer des produits qui soient performants, etc., on a besoin de faire ça. Nous, on a une particularité, c'est qu'on vient d'un startup studio. Donc finalement, il y a une forme d'apport en nature qui s'est fait au démarrage. Et en fait, pour la petite histoire, on a démarré Javelot sans finalement l'assumer, mais c'est ça la réalité, quasiment comme du crowdfunding. Ok. Sur les 6 premiers mois de vie de Javelot, qu'on a créé en janvier 2018, on a un certain nombre de clients qui nous ont fait confiance alors qu'il n'existait pas de produit. Il existait un produit sur le papier, on était en train de le développer et on a un certain nombre de clients qui ont investi, alors qui nous ont acheté des solutions. L'argent le moins cher, ça reste le chiffre d'affaires et c'est ce que je martèle souvent dans les secteurs agritech, c'est qu'on parle beaucoup de subventions publiques, d'investissements privés, etc., mais la responsabilité de la filière, c'est aussi d'investir dans ce genre de solutions et en l'occurrence, on a des clients qui nous ont fait confiance avant même qu'on ait un produit pour pouvoir nous permettre de financer les premières séries. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier aussi. D'accord. Et évidemment, je n'oublie pas qu'on a aussi eu des investissements privés. Donc, on a structuré la chose, si on parle d'argent, autour des 4 modes de financement, du financement public, du financement privé, de la dette, mais surtout du chiffre d'affaires. Tu parlais justement de ton associé tout à l'heure. Je sais pas si tu es tech, toi, mais avec qui tu as développé la tech de manière générale? Comment ça s'est passé pour avoir un peu ce double profil-là? Alors, nous, on est un binôme un peu particulier hein, Ok. dans les fondateurs de boîtes comme les nôtres, parce qu'on est tous les deux plutôt les pieds dans la terre. D'accord. En général, on dit qu'il y a un profil tech, un profil commerce. Non, nous, c'est pas le cas. Et en l'occurrence, on n'est pas tous les deux exécutifs. Vindicien est président non exécutif de Javelot. Et on est plutôt tous les deux des profils agri. Alors lui, agriculteur et moi, ingénieur en agriculture. Mais on a ça de particulier. Par contre, on s'est entouré de ces compétences-là. Et en l'occurrence, évidemment, on embauche beaucoup de profils très tech, tant au produit que sur la data, etc. Ok. Donc on s'est entouré de ces compétences-là plutôt. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Javelot? Aujourd'hui, on est 85 à peu près. Tu peux communiquer à peu près tes chiffres d'affaires ou On pas? communique pas trop sur nos chiffres d'affaires, mais on est 85. Aujourd'hui, on touche à peu près 25% de la collecte française Ce qui me paraît sur une beaucoup, de nos énorme. technologies, ce qui est Ça représente colossal. quoi en quantité, enfin en volume? C'est Alors, ça dépend des technologies, mais globalement, entre 20 et 25 millions de tonnes ouais. de céréales qui sont pilotées ou touchées par nos technologies. Alors, en grande majorité en France, mais aussi à l'international. On est présent dans 7 pays aujourd'hui. J'ai envie de citer le UK, alors la Belgique, on est tout près, nous, en étant lillois, donc c'est Ouais. facile d'aller adresser le marché belge, mais on est très présent sur le marché belge, on est présent en Allemagne, on est présent au Danemark, on est présent en Roumanie. Donc on a un maillage qui est assez fort et on a de toute façon une ambition internationale puisque notre marché, il est mondial. Des céréales, on n'en produit pas dans tous les pays du monde, mais on en consomme dans tous les pays du monde et si on Ouais. en consomme, on en stocke à un moment. J'avais rencontré il y a quelques années à Dijon le DG, même fondateur d'une boîte que tu dois connaître qui s'appelait Eurogerm, qui s'appelle Jean-Philippe Gérard, si je prononce bien son nom. Et j'avais eu la chance de lui parler, mais quelques minutes, donc je pense qu'il se rappelle absolument pas de moi, mais on avait parlé, parce que tu parlais d'enjeux, de subventions publiques, et on avait parlé d'Emmanuel Macron à l'époque, quand il était ministre de l'économie, alors ça remonte peut-être un petit peu, mais qui avait pris peut-être un petit peu, je crois, le sujet de l'agriculture à bras-le-corps, ou en tout cas qui avait quand même poussé pas mal de choses pour un monde meilleur et pour une agriculture plus durable et aussi pour que la France résiste face à ses concurrents étrangers. Est-ce que tu penses qu'en France, de manière générale, sur l'agriculture, avec tout ce qu'on voit, les conflits géopolitiques, est-ce que tu penses que les organismes publics, l'État, favorisent un bon climat pour les agriculteurs français? Je pense que c'est une responsabilité collective. J'ai pas tellement envie de Oui. parler des pouvoirs publics parce qu'on a tous notre rôle à jouer quand on parle D'accord. d'agriculture. L'agriculture ou les agricultures, encore une fois, françaises, parce qu'elles sont toutes différentes et moi je trouve que ça ne fait pas sens de les opposer. D'accord. Quand on parle d'agriculture intensive, c'est la bête noire, etc. Non, c'est pas vrai. En fait, l'agriculture intensive, si on peut utiliser ce terme-là d'ailleurs, fait des progrès qui sont colossaux. Et aujourd'hui, on a en France, l'agriculture qui est la plus résiliente et la plus propre au monde. Pourquoi? On est capable de produire énormément parce qu'on a D'accord. des agriculteurs qui sont extrêmement sérieux, qu'on a
été capable de légiférer sur un certain nombre de choses pour que ce soit cohérent, mais à un moment, il faut qu'on fasse confiance aux agriculteurs. On a cette particularité en France, à la fois d'adorer les agriculteurs et en même temps, on les déteste. Le vrai sujet, c'est qu'ils font très, très bien leur métier, qu'on a besoin des agriculteurs, que quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est la base. Si on n'a pas la souveraineté alimentaire, on fera rien. On a besoin de manger. En France, on mange 3 fois par jour. Dans d'autres pays, c'est autrement. Mais Oui. l'agriculteur, on en a besoin 3 fois par jour. Quand, je sais pas moi, un médecin, on en a besoin le moins possible dans sa vie. Ouais. C'est ça la réalité. Et je pense qu'il y a de vrais enjeux. Et en l'occurrence, on fait les choses très bien. On progresse très vite. Et je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à nos agricultures et à nos agriculteurs. Et que c'est aussi la responsabilité des citoyens. Tu disais tout à l'heure que tu étais arrière-petit-fils d'agriculteur, Ouais, je c'est ça, crois. exactement. La réalité, c'est qu'en fait, il y a 2 générations à peu près, on avait tous un lien très proche avec l'agriculture. On est la première génération, je pense qu'on a à peu près le même âge. On est la première génération à ne plus avoir de lien avec l'agriculture et moi, je crois qu'on comprend plus l'agriculture. Moi, le premier, hein, j'ai grandi en ville, à Lille, assez loin de l'agriculture, même si, j'en ai des liens et j'ai pas la prétention d'être agriculteur, loin de là. Mais on a vraiment un énorme enjeu en tant que citoyen ou consommateur à aller comprendre l'agriculture avant de la juger. Pourquoi est-ce qu'on fait ces choix-là, et cetera. Et je pense qu'il y a un vrai, très gros enjeu sociétal là voilà, à faire cet effort-là. Ta solution permet justement, en une certaine mesure, des gains de compétitivité. Bon, ça peut cibler d'un point de vue microéconomique, mais ça a un impact macro, de souveraineté nationale, Mmh. de notre présence, par rapport à d'autres pays. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, notre pays n'est pas assez, je dirais, suffisant, n'a pas assez d'agriculteurs, par rapport à ce qu'on a besoin et que versus on a trop de production de produits qu'on importe, par manque ou alors c'est pas un sujet et c'est pas, le sujet de l'agriculteur aujourd'hui? Si, c'est un sujet de déséquilibre. C'est que je pense qu'on a tué des filières dans lesquelles on était très bon. Je sais pas, instinctivement, j'ai envie de parler de la cerise, qui est assez loin de mon expertise, mais la cerise, on a interdit un certain nombre de molécules qui fait qu'aujourd'hui, produire de la cerise en France est quasiment impossible. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on importe aujourd'hui massivement de la cerise, notamment de Turquie, où ils font des très bonnes cerises, mais exactement de la manière dont on le faisait il y a quelques années et on accepte de les consommer. Donc, évidemment, quand on n'a pas cette prise de recul, c'est un peu dommage. Quand on consomme en masse, je sais pas moi, de l'avocat par exemple, évidemment, les principes culturaux sont pas tout à fait les mêmes là où on cultive l'avocat que là où on cultive que ce qu'on est capable de cultiver en France. Voilà, je pense qu'il y a vraiment ce besoin, encore une fois, de comprendre les enjeux et je pense qu'on a encore beaucoup d'atouts pour l'agriculture française, mais il faut qu'on laisse faire les agriculteurs aussi parce que c'est eux qui font très bien leur métier. Un agriculteur, de toute façon, n'a aucun intérêt à aller polluer sa terre, polluer sa santé, etc. Aujourd'hui, ils en ont conscience, c'est leur principal actif, donc ils sont responsables et ils le font très bien. Si on repasse plutôt sur Javelot, parce que merci beaucoup Mmh. pour ces éclairages. Moi qui ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet-là, c'est toujours sympa et je me permets toujours de poser les questions qui me viennent en tête. Alors des fois, c'est un petit peu décousu. Si on repasse vraiment à Javelot, parce que là, on a Mmh. parlé de la France en tant que Mmh. telle, mais on parle beaucoup d'Union européenne, parce que c'est un petit peu quelque chose de très fort pour nous et ce qui nous permet aussi de concurrencer Mmh. les plus grands de ce monde. Toi, ton enjeu avec Javelot, parce que là, bon, on a parlé de l'agriculteur français traditionnel, mais toi, à qui tu t'adresses? Est-ce que tu t'adresses à des pays, frontaliers de la France, outre-Atlantique? Quelle est la vision et quel est, je dirais, plutôt le besoin plus global? Parce que là, j'ai un petit peu tiré le trait et j'ai un peu tiré dans les pieds des Français, mais globalement, j'imagine que ton marché est beaucoup plus grand et qu'en fait, la cause que tu adresses ou en tout cas les solutions que tu apportes concernent globalement, tous les agriculteurs ou en tout cas les coopératives du monde entier. Oui, non, mais tu as raison. Clairement, notre marché, il est international. Encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais on consomme des céréales partout dans le monde. L'enjeu pour nous, il est que tous les marchés ne sont pas structurés de la même manière. Donc, on a identifié un certain nombre de marchés sur lesquels on peut aller très vite parce que faire un quasi copier-coller de ce qu'on a fait en France, c'est faisable. Et encore une fois, en Europe de l'Ouest, de manière générale, donc en France, en Allemagne, en Belgique, au UK, au Danemark, on a cette capacité à nous déployer très très vite. Ça marche comme Ce chez qu'on nous? Est-ce fait. que c'est des coopératives? Est-ce que c'est un modèle différent? Comment ça Ouais, alors globalement sur le métier, ça fonctionne à peu près de la même manière. La grosse différence, elle est plutôt capitalistique. La D'accord. coopérative telle qu'elle est en France, qui est détenue par les agriculteurs avec le principe d'un homme égale une voix, etc. C'est pas forcément les mêmes principes.
et de gouvernance et capitalistique, mais peu importe. Nous, on travaille aussi bien avec les coopératives que les négoces en France. La différence entre une coopérative et un négoce, c'est que le négoce, il est privé, souvent familial, quand la coopérative appartient aux agriculteurs, mais le métier est le même. L'approche business peut être différente, mais le métier est le même. Et c'est à peu près la même chose ou le même genre de structuration si on regarde toute l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, sur l'Europe de l'Est, c'est pas structuré tout à fait de la même manière. C'est plutôt des grosses fermes qui peuvent traiter en direct avec les traders mondiaux. Donc une approche marché qui peut être un petit peu différente. Et puis de manière générale, sur l'Europe de l'Est, on a un contexte, si on va un tout petit peu plus loin, qui, disons, n'est pas très favorable à faire du commerce en ce moment. Mais qui est un Pour des plus gros autant, producteurs. qui est un producteur énorme. Et si je cumule l'Ukraine et la Russie, en fait, c'est 30% des exportations mondiales de blé. Donc il y a un enjeu absolument colossal. De fait, on regarde ça de près parce que je pense qu'on aura un rôle à jouer un jour. On a plutôt tendance à temporiser. Par contre, si on regarde de l'autre côté, effectivement, vers l'Ouest et vers les États-Unis, on a des enjeux qui sont absolument colossaux. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que on a validé et on a coché la case sur les marchés, notamment français, mais aussi allemands, avec une approche business qui peut être plus difficile, notamment parce que, comme je le disais tout à l'heure, on vend du logiciel, donc je vends de l'OPEX et pas du CAPEX. Et ça, on a plus de mal, notamment quand on est français, à comprendre les business models de SaaS, de revenus récurrents, etc. Les acheteurs sont beaucoup moins à l'aise, alors que quand on arrive au UK, dans les pays du Nord d'ailleurs, qui sont beaucoup plus à l'aise avec ces approches-là, et évidemment aux États-Unis, on n'a pas besoin de faire toute cette pédagogie sur l'intérêt d'aller acheter du SaaS. Et donc, on gagne énormément de temps. Et en plus, ils sont notamment aux États-Unis, quand on parle de tech, tout de suite, ça les intéresse. Et en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de champions de l'agritech. D'accord. Donc, Pourquoi tu penses? est-ce que c'est parce que les investisseurs sont pas suffisamment patients? C'est une chance qu'on a en France, c'est que les investisseurs ont compris que l'agritech résonne sur le temps long aussi. On essaie de le raccourcir et en l'occurrence, je pense que Javelot le fait bien encore une fois, de réussir à concilier les milieux de la tech et de l'agritech. Est-ce qu'aux États-Unis, ils ont été aussi patients? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les acteurs outre-Atlantique sont en attente de solutions comme les nôtres. Et nous, on a un accueil, ça fait très peu de temps qu'on s'intéresse à ce marché-là, et on a un accueil qui est très très dynamique et on sent qu'ils veulent aller vite. Alors on pense qu'on peut aussi vite sortir si on n'est pas au rendez-vous, mais je pense qu'on a cette maturité-là aujourd'hui pour pouvoir délivrer un service de haut niveau et donc il n'y a aucune raison qu'on sorte derrière. Est-ce que c'est un marché fragmenté? Parce qu'on parle beaucoup de... Moi, dans le podcast, il y a beaucoup de gens qui viennent de la fintech. Et en fintech, à la fois, on a l'impression que c'est un marché globalisé, mais en fait, chacun a sa manière de traiter, sa manière de faire. On n'a pas le même rapport à l'argent dans tous les pays. Et donc, au final, la fintech est très segmentée. Est-ce que dans l'agriculture, parce qu'on parle de silos, on parle de process, tu nous as expliqué globalement toutes les étapes, est-ce que sur ces marchés-là, là où tu disais que globalement, il n'y avait pas un géant qui avait réussi à capter tout ce marché-là, tu as une fragmentation, c'est-à-dire un marché qui est fragmenté dans ses pratiques, dans la manière dont on parle de stockage, qui rend justement ton marché adressable plus compliqué, ou alors c'est vraiment uniformisé et tout le monde a les mêmes pratiques? Non, alors il y a des spécificités, on produit pas exactement la même chose dans tous les pays du monde. En France, on produit beaucoup de blé tendre, tu vas en Italie, il y a pas mal de blé dur pour faire des pâtes, tu vas au Brésil ou aux États-Unis, on va faire pas mal de soja, on fait énormément de maïs aux États-Unis, donc globalement les problématiques sont les mêmes parce que c'est toujours des graines. Par contre, il peut y avoir des enjeux à la marge qui sont un petit peu différents. Et c'est vrai que c'est une grosse opportunité pour nous. De manière générale, d'ailleurs, nos clients nous disent « Non, mais moi, je suis vraiment très, très différent des autres. » Okay. Et puis, en vrai, ils ont tous très exactement le même métier. Okay. Alors, il y a, encore une fois, des spécificités à la marge. Tous les silos n'ont pas la même forme, la même taille, etc. Mais le métier et les enjeux, honnêtement, sont les mêmes. Par rapport à ça, tu avais commencé avec une sonde. Aujourd'hui, tu t'es développé sur d'autres solutions. C'est quoi ton enjeu vraiment précis de ton évolution, je dirais, de ta roadmap produit? Si tu peux le dire peut-être un peu simplement, mais nous dire globalement, est-ce que tu veux être l'éditeur de logiciels à destination des coopératives et avec ta solution capable globalement de tout gérer? Est-ce que c'est déjà le cas où tu situerais à 60-70% de leur activité opérationnelle de manière classique? Comment ça... Non, on n'est pas au bout de l'histoire. Alors, tout gérer, non. Nous, on a vraiment ce créneau-là sur lequel on veut se spécialiser et de creuser en profondeur et pour faire la métaphore avec l'agriculture, mais vraiment de creuser un sillon de manière très profonde sur la filière
céréalière, mais sur la filière des grains en réalité, puisque c'est globalement les mêmes outils et les mêmes endroits. Et en fait, c'est un secteur qui a été sous-investi. Il y a eu beaucoup d'investissements après-guerre pour créer ces infrastructures industrielles. Et depuis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et donc, on a déjà un terrain de jeu qui est très vaste. Et notre enjeu, et on l'assume, on veut devenir le champion mondial de ces sujets-là. On a la capacité à le faire. On pousse pour avoir le soutien des acteurs français. Et puis encore une fois, la France est l'une des agricultures les plus puissantes au monde. Il n'est pas anormal qu'il y ait au moins une agritech qui soit un champion mondial et on ambitionne ça en étant vraiment sur ce créneau de la filière des grains. OK. Non, mais c'est très clair parce que justement, c'était les questions un peu que j'avais sur, moi qui suis pas du tout de ces secteurs-là, la vision que tu portais justement à ton produit, à tes produits. Au-delà de ça, donc là, on a bien vu le marché, on a vu les enjeux géopolitiques, on a vu un peu le positionnement de la France dans ce secteur-là. Toi, au-delà de ça, quelles sont pour toi les plus grandes perspectives, les plus grands défis, je dirais, si je tourne un peu ça à la négative, mais tu peux aussi donner les points positifs de cette évolution, mais de ton secteur, en général, secteur de l'agritech et de ton rapport au marché que tu adresses avec ta solution, c'est quoi demain, à la fois ce qui te fait le plus peur et à la fois qui te dit on a vraiment un truc à faire, on a un vrai marché qui s'ouvre à nous? Peur, j'ai pas envie de parler de peur. Je pense que l'enjeu climatique, il est colossal parce que et là, pour le coup, toutes les agricultures du monde sont impactées et c'est vrai pour Javelot, mais pour les autres, on a besoin de pouvoir répondre à ces enjeux-là. Nous, il y a 2 grands enjeux de compétitivité et de durabilité. Il y a un risque, selon moi, qui est un risque géopolitique. C'est vrai que il y a une forme d'instabilité qui est complexe à gérer. Pour autant, encore une fois, si je regarde du côté de Javelot, ça peut créer des opportunités puisque tous les pays du monde ont pris conscience de l'importance des silos. Tu disais tout à l'heure que c'était, j'ai plus ta formule, mais derrière le réverbère. C'est vrai, on n'y pense pas, mais il y a un enjeu géopolitique très, très important à maîtriser ces stockages de grains. On l'a vu, hein, la Russie s'est servie de ces silos ou des silos de manière générale comme une arme géopolitique. Ils ont coupé les robinets pour faire peser, d'affamer une partie du monde. C'est devenu une vraie arme géopolitique forte et je pense que ça a remis le sujet sur le devant de la scène et pour nous, c'est l'opportunité de dire on est un partenaire clé qui peut vous permettre de faire ça sur plein de critères. Tu parlais d'agri et tu séparais bien le tech. Mmh. C'était la manière dont tu l'as abordé. Si je prends un petit peu la manière dont l'agriculture, donc on a bien montré le développement des agriculteurs, mais de manière générale, est-ce que ta solution, à un moment donné, était un point de friction sur certains métiers manuels? Tu me donnais l'image du monsieur ou de la madame qui va dans les grains pour chercher, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as remplacé? Moi, je l'entends souvent parce qu'on parlait de cybersécurité. Et en fait, il y a certains secteurs où on est capable d'optimiser les choses qui ont été faites par l'homme, par la machine, par le logiciel, data, IA et tous ces enjeux-là. Est-ce que la réticence que tu pouvais avoir et que tu peux avoir vient du fait qu'à un moment donné, dans l'agriculture, il y a des choses qui vont vraiment changer en profondeur et ça va passer par peut-être de l'optimisation, mais par de la suppression ou de la requalification d'emplois sur certaines choses que la machine ou l'IA ne pourra pas faire. Est-ce que c'est un sujet important pour toi ou pour l'industrie? C'est un sujet fondamental et on considère même chez Javelot qu'on a une vraie responsabilité sociale. Je m'explique, le métier de chef de silo, c'est un pilier de notre souveraineté alimentaire. Les chefs de silo, on en aura toujours besoin dans les silos. On sera incapable de, à 100% automatiser cette filière. Quelles sont ces missions? Ces missions, elles sont simples et complexes. Le chef de silo, il va gérer un outil industriel, il va être responsable d'un stock de plusieurs centaines de milliers d'euros, de plusieurs millions d'euros. Il va être garant de la qualité, il va gérer la relation avec les agriculteurs qui sont les fournisseurs, il va gérer des outils logistiques qui vont venir transporter le grain, etc. Il va faire du travail du grain parfois pour nettoyer, trier, qualifier le grain. Il a un métier d'une complexité hors norme. Aujourd'hui, il n'existe pas de formation de chef de silo. Et surtout, il y a une image qui est renvoyée du chef de silo qui, à mon sens, n'est pas la bonne. Et je ne sais pas si tu connais des chefs de silo, mais non, souvent on n'en connaît pas. J'en avais à côté de mon lycée, j'avais des énormes silos, donc c'est des sites classés Céveso en plus. Parfois pour les plus ça gros. peut être hyper dangereux. Ouais, tout à fait. Mais Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne connaît pas ce métier, on ne connaît pas les chefs de silo. Ils renvoient une image qui n'est pas positive et l'outil y est pour beaucoup. C'est un environnement qui est poussiéreux, etc. Et en fait, plus personne ne veut faire ce métier. Nous, notre rôle, c'est en aucun cas de remplacer les chefs de silo parce qu'on considère que les chefs de silo, on en aura toujours besoin. En revanche, ce que nous disent nos clients, c'est on ne trouve plus de chefs de silo.
Et aujourd'hui, quand on trouve des gens qui veulent bien travailler dans des silos, on est obligé de les former nous-mêmes, et cetera. Et nous, on considère qu'on a vraiment un rôle à jouer ici. Un, pour rendre le métier un peu plus attractif, le mettre sur le devant de la scène, et on organise des événements pour ça, pour expliquer en quoi le métier de chef de silo a beaucoup changé et continue à changer beaucoup, et que nos outils en font partie. Et vraiment, voilà, apporter ce regard-là sur un métier qui est extrêmement complexe, absolument fondamental, et ça fait partie de nos responsabilités. C'est le même constat que tu as, chez tes clients étrangers, notamment aux États-Unis, ils ont les mêmes problématiques ou alors c'est plutôt une problématique européenne, sur ces sujets-là? Très honnêtement, pour l'instant, je connais un peu moins la Ouais, problématique et le sujet outre-Atlantique, parce que je n'ai rencontré que quelques clients pour le moment, et en fait, les structures sont très différentes. Ce qu'on a l'impression de voir, c'est que on a des silos industriels qui sont de taille beaucoup plus importante aux États-Unis pour l'instant, en tout cas chez les gens qu'on a vus, avec une structure de la supply qui est un peu différente. Donc je suis pas encore capable de commenter de ce côté-là. En revanche, en Europe, c'est le cas. Et si je vais en Allemagne, on travaille avec la plus grosse coopérative allemande, et ils trouvent encore moins de chefs de silo qu'en France. d'accord. Ce petit paysage, je dirais français, même Mmh. international de l'agriculture me paraît vaste, mais je l'ai mentionné un petit peu avant, me paraît aussi, très familier où j'ai l'impression que tout le monde se connaît. Mmh. Quand on parlait d'adoption et je reviens sur ton agri-tech, est-ce qu'avant tout l'agriculture comme on le connaît et là je reprends vraiment la casquette française, n'est pas avant tout un métier de confiance où on a besoin de créer une relation très forte avec les gens, parce qu'il y a des mœurs, parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a peut-être aussi des familles qui dirigent, ces agricultures depuis longtemps. Il y a des sujets peut-être d'ego comme on a dans tous les secteurs, de manière grande. Est-ce que la confiance passe avant la technologie et les solutions que tu proposes? Ouais, la confiance, elle est absolument essentielle. Moi, enfin, et c'est vrai dans tous les secteurs, donc encore une fois, c'est presque basique de dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que je considère que vendre à un agriculteur, il y a pas grand-chose de plus difficile. Ah OK. En Pourquoi? revanche, parce que justement, il faut créer cette relation, il faut créer ce climat de confiance avec l'agriculteur. En revanche, une fois qu'on a passé cette étape-là, il y a pas de relation plus forte. Si on fait bien notre boulot, il y a aucune raison qu'on perde le client, et cetera, parce que, il y aura des liens très, très forts qui vont se créer. Et donc d'une certaine manière, il y a une espèce de barrière à l'entrée qui est assez forte, mais donc une forme de barrière à la sortie qui est, tout aussi forte. Et tout ça, c'est, en confiance, et il nous est arrivé chez Javelot, on fait pas tout bien. On a eu, des périodes de crise, notamment une crise d'hypercroissance à un moment de vie où, on s'est mis à déployer des volumes très, très importants et on n'était pas encore armés pour pouvoir déployer ces volumes-là. Et en l'occurrence, très honnêtement, ça a été compliqué avec nos clients à ce moment-là, en tout cas ceux qu'on déployait à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense que j'ai pas de meilleur prescripteur que ces clients-là. On a mouillé la chemise, on leur a expliqué qu'on était dans le même bateau, que notre enjeu, c'était que ça fonctionne pour eux parce qu'on considère qu'on fait partie de la filière. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment un des facteurs clés de succès de Javelot, c'est qu'on a la prétention de croire qu'on connaît nos clients, qu'on les comprend et qu'on s'insère dans la filière avec eux, et que s'ils ne gagnent pas d'argent ou d'efficacité, ou en tout cas s'ils ne gagnent pas sur un plan grâce à Javelot, c'est une évidence que ça s'arrêtera. Et je pense que c'est une des valeurs clés de faire du business en agriculture, c'est vraiment de comprendre les enjeux les uns et des autres, tant des enjeux de temporalité que des enjeux financiers, et cetera, et cetera. Et d'expliquer aussi nos enjeux à nous en tant qu'agritech. On a parlé un petit peu, bah, des solutions, mais on n'a pas beaucoup parlé d'IA au sens, large. Mmh. Hem, Au travail aujourd'hui, même dans les banques, assurances, de manière générale, on a toujours, je dirais, ce petit boom, qu'on a peut-être eu Mmh. à la crise internet. Bon, je crois que c'était dans les années 2000, j'étais quasiment pas né. Mmh. Mais on a toujours cette phase où, ça fait beaucoup de bruit quand une nouvelle technologie de cette ampleur arrive. On a, bon, les ChatGPT, Mmh. Mmh. OpenAI, les Anthropic, toutes les solutions internationales. Le français Mistral, on Mmh. le mentionne quand même, c'est très important. On a l'impression qu'on peut tout faire avec l'IA, à la base, et tu as commencé à nous donner des nuances, sur, certains rôles, notamment dans les silos qu'on ne pourrait pas forcément remplacer, Mmh. avec de l'IA. Toi, dans ton quotidien, j'imagine que, au moment où tout ça est sorti, tu avais pas encore vraiment créé, enfin, tu avais pas, tu avais déjà créé Javelot et donc, en fait, tu as dû peut-être adosser ça à ta roadmap produit. Pour toi, l'IA, sur quel penchant de ton activité, ça va être un outil vraiment, indispensable et là où tu dois pas vraiment louper le coche? Alors nous,
il y a certains acteurs qui aujourd'hui cherchent à développer des IA génératives pour les agriculteurs. C'est une approche dans laquelle nous, on se positionne pas, on se met pas dans la course pour l'instant. L'IA, bon, évidemment, on a toutes les utilisations quotidiennes, nos équipes les utilisent tous les jours, etc. Ça, c'est une évidence. Là où on l'utilise beaucoup, c'est sur le développement produit, effectivement. Utiliser l'IA pour nous permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace dans les développements produits. On peut l'utiliser vis-à-vis du client et de manière un peu plus transparente vis-à-vis du client, notamment, par exemple, pour aller expliquer comment nos algorithmes prennent des décisions. Il y a certains algorithmes sur lesquels, nous, avec notre cerveau humain, on n'est pas capable de dire pourquoi l'algorithme a pris telle ou telle décision. Un exemple concret de décision que des algorithmes prennent sur un... Typiquement, quand on va faire un plan logistique avec 50 silos, des centaines de cellules, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de possibilités de flux, et qu'on dit à un client le meilleur plan logistique, c'est celui-là, il peut que nous croire sur parole. D'accord. Maintenant, si je vais rentrer dans le plan logistique et dire pourquoi est-ce que l'algorithme il a décidé de faire ce flux-là, moi je suis incapable de l'expliquer. Nos meilleurs ingénieurs ils sont incapables de l'expliquer. L'IA est capable de l'expliquer. En tout cas, simplement d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de faire ce flux-là. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Mais voilà, simplement, je ne pense pas à très court terme non, j'émets des doutes en tout cas sur l'utilisation de l'IA générative au quotidien pour les agriculteurs, en tout cas à très court terme. Par contre, je suis absolument convaincu qu'elle peut faire gagner énormément de temps sur beaucoup de sujets dès qu'ils auront passé cette étape autour de la crainte data, etc. Et peut-être qu'il y a un sujet aussi de nettoyer les bases de données à un moment parce que pour bien utiliser l'IA, il faut que les sources soient propres et donc ça peut être un enjeu aussi de ce côté-là. L'épisode va bientôt toucher à sa fin parce que ça fait presque 1 heure, un petit peu moins je pense qu'on discute. Mais j'avais d'autres questions plutôt sur l'Europe et la manière dont les personnes travaillent ensemble. Toi, globalement, quelle est ta vision sur une solution comme Javelot au sein de l'Union européenne ? Est-ce que tu as des acteurs qui sont similaires à ce que tu proposes, avec lesquels tu travailles ? Et est-ce que tu penses qu'à terme, globalement, tu seras potentiellement obligé peut-être de racheter des sociétés concurrentes à l'étranger pour grossir et acquérir rapidement les clients ? Parce que le travail que fait Javelot a l'air d'être globalement une traction commerciale soutenue, dans le sens où une fois qu'on a commencé à montrer qu'on avait une vraie valeur, je pense que ça suit derrière, même si je suis pas avec vous au quotidien. Mais à l'étranger, du coup, il faut refaire ce travail, j'imagine. Donc, quelle est ta vision ? Est-ce qu'un acteur européen, c'est souvent ce qu'on défend, on parlait de Mistral à l'instant, mais souvent un acteur européen capable de concurrencer les géants américains, les géants chinois et d'autres pays. Quelle est ta vision sur ton cœur de métier, d'uniformiser ou d'avoir un acteur sur ton segment d'activité ? Moi, j'y crois beaucoup. Alors, même si la concurrence est saine, mais je crois beaucoup parce que je pense qu'on peut aller plus vite, plus fort en essayant de consolider le marché. Et c'est un peu ce que nous demandent nos clients aussi. Quand on travaille sur une filière comme nous, nos clients ont besoin de lisibilité et de comprendre où est la création de valeur. Et je pense qu'on a aujourd'hui, alors c'est pas des concurrents directs, mais des gens qui peuvent développer des briques technologiques qui pourraient être complémentaires des nôtres. Et quand tu les connectes, elles deviennent... Alors si justement, je pense qu'elle pourrait créer beaucoup plus de valeur en allant compléter cette chaîne. Si on parle de concurrence, évidemment on a de la concurrence aujourd'hui, mais on a de la concurrence que sur certains piliers. Et je pense qu'on a de la concurrence finalement sur toute la chaîne, mais par contre on n'a personne qui a ce positionnement, qui dit moi je vais me focaliser sur cette filière-là et je vais creuser mon sillon très en profondeur, ce qui est un très gros avantage pour nous parce qu'encore une fois on comprend le secteur et les gens qui travaillent sur la filière céréalière, ils ont des sujets de transformation digitale, ils vont penser à Javelot. On a encore reçu une sollicitation d'un très gros organisme stockeur européen sur la réinvention de tout leur écosystème de systèmes d'information, de prise de décision, de gestion de leur filière de manière générale, et je pense que c'est la bonne preuve que les gens pensent à nous et c'est un vrai voilà, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Tu parlais d'un sujet intéressant, c'est un peu la fragmentation des outils que tu peux avoir. On a parlé dans une premier temps de freins, d'adoption. Puis en fait, on se rend compte que sur le marché, en fait, tout le monde est un peu équipé, mais que ça fonctionne plus ou moins ensemble. Quand tu arrives aujourd'hui chez tes clients finaux, qui utilisent peut-être d'autres solutions, de quoi ils sont équipés et surtout, quel est le besoin, en fait, généralement, de pourquoi ils font appel à vous ? Nous, on avait vu beaucoup ça dans pas mal de secteurs, c'est d'être capable de couvrir la chaîne de valeur complète. Moi, j'adore la cybersécurité. En cybersécurité, on a des géants américains de la cybersécurité qui sont capables de proposer globalement une offre qui regroupe quasiment, en fait, on peut sécuriser quasiment tout avec un seul acteur. Dans la filière agroalimentaire, ça m'a l'air
assez complexe, il y a une multitude d'acteurs à gérer, donc ça me fait penser à fragmentation technologique. Qui dit fragmentation technologique fait qu'au final, tout se plug plus ou moins bien, Mmh. et donc en fait, on n'optimise pas forcément les flux, on n'optimise pas tous les coûts. Qu'est-ce qui manque pour créer vraiment un écosystème où toutes les parties prenantes sont en capacité de se connecter et d'interagir? Bah, il manquait Javelot. Heu, non, mais pour avoir cette approche-là, parce que je pense, personne n'avait cette approche-là, à l'origine et c'est vrai que nous, on constate qu'il y a une grosse hétérogénéité en termes de niveau d'équipement. Tout le monde n'est pas rentré dans cette démarche de digitalisation et cetera et après, il y a une grosse hétérogénéité aussi sur les outils qui existent et nous, une des forces qu'on a développées, c'est qu'on prend l'existant et on explique à nos clients: «Voilà, on va travailler avec vous pour homogénéiser, les sources de données, homogénéiser globalement toute l'approche, pour se permettre et se laisser la liberté d'être beaucoup plus efficace et de travailler sur la data aussi parce qu'à partir de la data de nos organismes stockeurs, une fois qu'on l'a nettoyée, qu'on l'a structurée, on peut en faire des choses très, très puissantes pour eux et très créateurs de valeur. Les disparités que tu vois dans ce secteur-là, les coopératives, j'ai pas d'idée, en fait, j'imagine qu'il y a des grosses coopératives, des petites coopératives. Mmh. Est-ce que bon, j'imagine que les plus grosses sont les plus équipées? Pas forcément. Mmh. Quel est ton positionnement de base et quelle est ta cible? Est-ce que c'est les grosses coopératives ou alors, au final, il vaut mieux aller, chez une petite coopérative, il y a peut-être, moins de chantiers, très compliqués à gérer? Quelle est un peu la taille de marché et là où tu vois que le marché, il est sous-équipé? Gros, petit, c'est hétérogène. Dans D'accord. tous les cas, c'est hétérogène. Alors c'est sûr que les tout petits, en général, partent d'un peu plus loin, mais de manière générale, c'est très, très hétérogène et aussi parce que les très gros, ça s'est souvent fait par consolidation et donc ils récupèrent, 1, 2, 3 organismes stockeurs et on se retrouve avec, une hétérogénéité en interne, en termes de niveau d'équipement. Nous, c'est certain que, on vise plutôt aujourd'hui les gros acteurs parce que c'est là qu'on est capable de faire des grosses économies d'échelle et de faire des très grosses économies à nos clients. Plus le client est gros c'est vraiment, binaire, mais on va leur faire des économies beaucoup plus importantes s'ils sont, plus gros. Pour autant, on ne délaisse pas les plus petits parce qu'il y a Ouais. beaucoup de valeur à créer aussi pour eux, sur des approches qui sont parfois un peu différentes. Pourquoi Félix, justement, ces gros acteurs qui sont parfois très, très gros, Mmh. j'imagine que plusieurs milliards d'euros Mmh, de mmh. de de chiffre d'affaires, pourquoi ces gros acteurs-là, s'ils gèrent, autant de choses, ne le font pas par eux-mêmes et n'ont pas décidé de créer l'alternative à Javelot, mais pour eux? Alors ça peut être un frein, OK. parce qu'en agriculture, on aime bien être propriétaire. Ouais, c'est Je le ça. disais tout à l'heure, on aime bien le CAPEX et on comprend pas trop le principe de l'OPEX. Enfin, on le comprend, mais on aime bien être propriétaire et on a certains alors c'est très franco-français pour le coup, OK. mais il y a certains acteurs qui, décident de développer par eux-mêmes un certain nombre d'outils et cetera ce qui, à mon sens, est une aberration totale. C'est pas leur métier, ils savent pas faire, ça leur coûte infiniment plus cher pour le faire mal et surtout se rendre compte que, dans la durée, ça coûte. Maintenir un produit tech qu'on aurait développé en interne et puis qu'on se le dise, quand ils disent qu'ils le développent en interne, en fait, ils le font faire par, des développeurs qui sont en Ukraine, en Asie du Sud-Est et Ouais. cetera. La réalité, c'est qu'ils sous-traitent, mais c'est par principe, ils vont aller, chercher Ouais. des acteurs qui vont le développer, C'est l'équation un peu du build versus du buy. exactement et donc ça existe. Ça existe, je pense, particulièrement en agriculture parce qu'on aime bien, encore une fois, être des propriétaires. Je pense que c'est en train de changer. Ils comprennent la valeur qu'on est capable de créer. Je parlais de prise de risque tout à l'heure. Je suis absolument convaincu qu'un organisme stockeur qui, en interne, voudrait créer Javelot, de fait, on est moins cher parce qu'on a et pour autant, on est perçu comme étant assez cher. Mais le fait est que s'ils cherchent à le développer par eux-mêmes, ça coûte infiniment plus cher, tant sur l'investissement initial, parce que nous, on a une capacité à déployer tous les sites, quelle que soit leur forme, leur taille, leur niveau d'équipement technologique. Pour qu'ils puissent faire ça, ils ont déjà un peu de travail et ensuite en termes de maintenance, c'est absolument colossal si on n'est pas structuré pour. Et Donc chacun son ouais. métier et par contre, c'est très complémentaire. On apprend beaucoup du métier de stockage par les organismes stockeurs et ce qu'on leur apporte, c'est l'approche tech. Au-delà de ça, tu as cet avantage-là, en tout cas l'équation build versus du buy et Mmh. moi je suis plutôt Mmh. convaincu par ce que tu dis. Mais tu as aussi l'approche, je dirais, si on regarde plus macro, l'approche compétitivité nationale. Ça t'arrange peut-être pour toi, mais si, toi tu récoltes des centaines de data, parce qu'on a parlé de data, donc forcément tu as de la donnée, Mmh. tu as énormément de choses dont tu connais, tu as de la connaissance, plus il y a de flux, plus tu magasines, je dirais, de la connaissance et c'est quelque chose que la donnée, on peut la valoriser. Est-ce que tu penses qu'il y a un enjeu, on parlait de souveraineté tout à l'heure, mais il y a un enjeu de souveraineté, d'être en capacité de regrouper au sein d'un même acteur plein d'indicateurs
qui permettraient in fine à l'ensemble de la chaîne agricole des gains de compétitivité et même des avantages concurrentiels par rapport à d'autres pays, ou alors c'est pas du tout la direction dans laquelle tu veux aller? Alors, on est très prudent là-dessus parce que Ouais, ça dépendra beaucoup de la volonté de nos clients et on fera rien, j'imagine qu'ils veulent pas contre la volonté de nos forcément clients. Exactement. partager les datas, les Bah, je pense que c'est une question de maturité. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans une approche de dire, «Les données nous appartiennent et on veut les garder» et ce qu'on respecte tout à fait. On a des pare-feux pour ça parce que c'est important pour nous de respecter, ce souhait-là. Par contre, moi, effectivement, je pense qu'un jour, on voudra travailler en filière et encore une fois, les coopératives ont tendance à fusionner entre elles et cetera, ou les coopératives reprennent les négoces et ainsi de suite et il est pas impossible, en tout cas, j'exclus pas qu'à un moment, certains acteurs nous disent: «Bah, tiens, on aimerait bien pouvoir travailler de manière conjointe avec un tel ou un tel, comment est-ce qu'on fait?» D'une certaine manière, on dit souvent, il y a les silos verts, les silos jaunes. Bah, tiens, entre ces 2 silos, si je faisais un silo gris et que j'étais capable d'optimiser mes flux entre les silos de la coopérative verte et la coopérative jaune, ça peut être intéressant et donc ça viendra d'eux, ça c'est certain. On n'imposera rien et on cherchera pas à valoriser la donnée comme ça chez nous. oui. Par contre, je pense effectivement qu'on pourra à un moment leur proposer de créer de la valeur dans ce sens. C'est très, très clair. Merci beaucoup Félix parce que tu m'as éclairé sur, pas mal de points. Peut-être le mot de la fin parce que l'épisode va toucher, vraiment à sa fin. Si tu avais, le mot de la fin, tu avais la possibilité de t'adresser, à nos auditeurs, quel mot tu donnerais pour clôturer ce J'ai envie de podcast? parler de confiance, Ouais. ça fait partie des valeurs de Javelot. On travaille comme ça et ça résonne, dans l'agriculture, donc j'ai envie de parler de confiance et que c'est la responsabilité de tous de se faire confiance quand on parle d'agriculture, tant du consommateur vers les agriculteurs que l'inverse et je pense que c'est, un mot-clé qui est, essentiel et qu'on oublie un peu trop aujourd'hui. Merci beaucoup Félix d'avoir accepté mon invitation et j'espère que tu as passé un bon moment avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation Pierre, c'était très sympa.